Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. L'ère du monde fini commence. Nous autres civilisations savons que nous pouvons mourir, etc. Tous les écrivains, tous, beaucoup se sont emparés de ce thème du déclin des civilisations, du déclin des empires. Alors, est-ce que nous sommes dans cette période? Est-ce que nous sommes dans cette période où, comme disait le grand idéologue communiste Gramsci, est-ce que nous sommes encore dans la période où où le jeune n'est pas encore né et où le vieux n'est pas encore mort? Et donc, c'est dans cette période que naissent les monstres et en tout cas que naît la crise. Étienne Alexandre Bourgard, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire un livre remarquable, je veux dire, Anti-civilisation, pourquoi nos sociétés s'effondrent de l'intérieur, aux éditions La Cité avec une préface de Mathieu Bocoté. Je voulais savoir si au fond... alors c'est très intéressant d'avoir... Vous avez quel âge? 24 ans. 24 ans. Eh bien écoutez, en 24 ans, je dirais, vous avez écrit déjà 3 livres et celui-là est vraiment très intéressant. Vous parlez un peu de tous les aspects de ce que vous appelez effectivement... On est en train de changer d'air et vous dites que votre génération, en tout cas une partie de votre génération, elle est dans une espèce de nouveau conservatisme dont nous allons parler. Mais d'abord, choc des civilisations, Huntington en a parlé, et face à, rappelez-vous, Fukuyama qui disait absolument non, c'est fini, c'est la fin de l'histoire, etc. Alors on en est où aujourd'hui, selon vous? La thèse Huntington, par exemple, est assez intéressante parce que pour lui, c'est vraiment le choc extérieur, en fait, qui va, sans dire achever l'Occident, mais qui va la mettre en difficulté. Alors que, vous aurez constaté, le sous-titre de mon livre, c'est pourquoi nos civilisations s'effondrent de l'intérieur. Ouais. Donc, c'est un peu le pari que j'ai choisi de faire en examinant un peu les dérives contemporaines de la liberté. Parce que, qu'est-ce qu'une civilisation? D'abord, Norbert Elias nous disait, c'est quand on est capable de mettre de côté nos pulsions pour bâtir des règles collectives qui nous permettent de vivre ensemble. Et donc, quand je parle d'anti-civilisation, pour moi, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, quand on sombre dans la déconstruction, quand on décide justement que le fait qu'on a des normes, qu'on a une culture, qu'on a des mœurs aussi... Ça ne sert plus à rien, quoi. Exactement. Ça, ouais. Je pense qu'on les prend pour acquis. Et malheureusement, c'est davantage les jeunes, c'est davantage les plus vulnérables aussi qui récupèrent la facture quand on laisse les pulsions antisociales s'exprimer, quoi. Et alors justement, ces pulsions sociales s'exprimer, ce qui rêve à facture, vous parlez de tout, hein. On parle du woke d'un côté, des extrémismes de l'autre, et on revient toujours, enfin, il y a eu beaucoup de livres qui ont abordé cela, vous savez, les Lumières, on monte jusqu'aux Lumières, et puis on monte à la déconstruction, à la Derrida et compagnie, la French Theory et autres. Au fond, tout cela aujourd'hui fait un cocktail explosif, on voit très 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 bien, on a vu ça encore à la réaction, on en parlait en début d'émission, réaction des médias, notamment français et autres, à la cérémonie en hommage à Charlie Kirk en Arizona. Je ne sais pas si vous avez suivi cela. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout se passe comme si on assigne à résidence, on met des étiquettes, vous êtes du bon côté, vous êtes du mauvais côté, vous êtes ceci, vous êtes cela. Est-ce que par rapport à ce qui s'est passé, alors justement, qui n'était pas votre génération, qui est la mienne, des années 60-70, disons, etc., et même plus, et quel est, entre ces années-là, hein, pour vous, vous en parlez pas mal dans votre livre, qu'est-ce qui a profondément changé depuis 50 ans dans les générations, dans la prise de conscience, si prise de conscience il y a? Je crois que il y a certainement une différence générationnelle qui s'exprime à peu près partout en politique aujourd'hui parce que, disons, la génération qui a amorcé la déconstruction dans les années 60, dans les années 70, elle avait cette grande chance, en fait, d'avoir justement hérité, d'avoir grandi avec cette tradition à laquelle elle a choisi, en quelque sorte, de renoncer librement, peut-on dire. Mais le contre-coup, peut-être, qu'elle n'avait pas anticipé, c'est que les plus jeunes, comme moi, eh bien, nous n'avons pas eu cette chance d'avoir justement cet héritage. Donc, à partir du moment... Parce que vous êtes né dans une époque déjà déconstruite, c'est ça?
Ben oui, parce qu'à partir du moment où on coupe le fil, à partir du moment où on décide de cesser de transmettre, eh bien, malheureusement, on appauvrit. Et donc, je ne peux pas dire que ma génération, ceux qui sont nés entre 1995 et 2012, grossièrement, ont eu la même chance que ceux qui, justement, ont fait la révolution 68arde et ont décidé, justement, qu'ils ne nous transmettraient plus ces trésors civilisationnels dont eux ont hérité. Oui, eux l'ont eu, mais ils ont dit on va s'en débarrasser. Du passé, faisons table rase. Voilà, c'est comme celui qui monte au sommet d'un château et qui pousse l'échelle ensuite. C'est exactement la même chose d'une certaine manière, mais sur le plan culturel. Mais alors, justement, ça m'intéresse. Vous avez grandi dans quelle atmosphère intellectuelle, vous, Étienne Alexandre Bourgard? C'est-à-dire que ce vide, quand vous avez commencé à prendre conscience, très jeune d'ailleurs, Mathieu Bocoté le raconte dans sa préface, mais quand vous avez pris conscience de ce vide, quelle a été votre, je vais dire, c'était quoi votre réaction? C'était bon, il y a un vide, c'est fini, on va faire avec. Et puis on a un certain nombre de gens, il faut le dire, d'ailleurs, jeunes ou vieux, un peu décérébrés, ils disent tout ça n'a aucune espèce d'importance. On vit dans une espèce de vide, l'air du vide, comme disait Gilles Lipovetsky. Vous, c'était quoi pour vous? Je pense que c'est quelque chose qui fait assez consensus dans ma génération. D'ailleurs, même chez ceux qui sont de gauche plutôt que de droite, c'est cette idée que on arrive dans une époque, une société liquide, comme disait Bauman, où on cherche pourtant des repères, on cherche des ancrages, parce que l'être humain est ainsi fait parce qu'on a besoin ne peut pas exister dans le vide, bien sûr. Et quand on arrive à mon âge, même moi, ça a été autour des 15-16 ans, j'ai commencé à avoir un peu un appel du service public, de la politique et tout. On se demande quand même, OK, mais qui suis-je? Dans quelle collectivité est-ce que je grandis? On me parle tous les jours à l'école de liberté, mais comment est-ce que je peux exercer ma liberté? Et vers quel objectif? Qu'est-ce que c'est de faire le bien? Qu'est-ce que c'est de faire le mal? Mais à partir du moment où on refuse cette transmission-là, où on ne veut pas nous donner les réponses, eh bien, il faut les rechercher, en fait, ces sources d'enracinement-là. Donc, ça a été ça, je pense, la réflexion. Et dans toutes mes discussions, à peu près, avec des intellos qui ont environ mon âge, peu importe leur affiliation politique, il semble y avoir une espèce de consensus sur ce vide-là et le fait que ce vide-là est très, très, très délétère. Oui, c'est-à-dire que, en fait, la nature a horreur du vide, et même votre nature à vous, les jeunes de 20, 25 ans et 30 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et vous, alors c'est intéressant, parce que votre livre, vous le montez, vous avez choisi, et on va parler de cela, parce que à un moment donné, c'est vrai, moi, ma génération, tous les jeunes étaient de gauche, c'est normal, il fallait être de gauche, et d'ailleurs, cette phrase un peu bébête, on disait, oui, si on est de droite à 20 ans, on n'a pas de cœur, si on est de gauche à 40 ans, on n'a pas de tête. C'était le vieux proverbe grand-parental. Mais aujourd'hui, alors, effectivement, il y a deux choses. Il y a une génération, en tout cas, on le voit en France, mais je pense qu'au Québec, c'est pas complètement différent. Il y a une génération de gauche, même gauchiste, etc., islamisme, wokisme, etc., ou islamo-wokisme, enfin, appelons-le comme on veut. Et puis une génération conservatrice à laquelle vous appartenez. Mais c'est quoi le conservatisme? Parce que le conservatisme, c'est encore comme le gauchisme, l'auberge espagnole du fantasme, au niveau que ce qu'on a envie d'y mettre. Alors, essayez-vous de nous dire, vous, puisque vous avez écrit ce livre, justement, Étienne Alexandre Bourgard, qu'est-ce que c'est qu'être conservateur aujourd'hui en 2025? En fait, la prémisse sur laquelle je pars, c'est justement que dans une société atomisée, dans une société liquide, le rôle des conservateurs, c'est de rebâtir, en fait, ce socle de culture, de tradition, de mœurs qui est nécessaire pour se projeter dans la liberté. Donc, moi, mon conservatisme aujourd'hui, il s'articule autour, en fait, de ces institutions-là qui dépassent l'individu et qui nous donnent du sens. Je pense à la famille, je pense à la nation, je pense aux communautés aussi, à les associations dont parlait Tocqueville. Pour moi, être conservateur aujourd'hui, c'est de vouloir justement rebâtir ces institutions-là, de rebâtir ces cadres qui encadrent l'être humain avec le constat, en fait, que justement, nous ne sommes pas des atomes et nous ne pouvons pas exister indépendamment, de manière authentique, entre guillemets, sans tous ces ancrages-là qui nous nourrissent, en fait, et qui font de nous qui nous sommes. Alors, ces ancrages qui font de nous qui nous sommes, peut-être appesantissons-nous, et en bon sens du terme là-dessus, la famille. La famille, effectivement, on l'a dit, oui, la famille éclatée, et on le voit encore une fois, je prends l'exemple américain, quand vous avez une Erika Kirk, la veuve de Charlie Kirk, qui remet à un niveau incroyable la religion, la famille, les enfants, les devoirs, l'homme, etc. Ça incarne un peu ce que vous décrivez?
Après, le conservatisme, ça varie d'un peuple à l'autre, hein, notamment dans la relation que les Américains peuvent avoir publiquement avec la religion. Je pense que quand on vient de France ou même de la civilisation francophone comme le Québec, c'est certain que ça nous est un peu étranger. Néanmoins, quand elle parlait, par exemple, de l'engagement de Charlie Kirk pour inciter les jeunes hommes à fonder des familles, à justement reconnaître l'importance de cette institution-là, moi, c'est une partie de son discours qui m'a énormément touché. Et puis, je pense aussi que c'est pas tout le monde qui le voit comme ça, mais moi, je vois ce discours-là pro-famille comme une espèce d'antidote aux gens comme Andrew Tate, vous savez, qui sont vraiment à l'opposé de ça, là. Je veux dire, c'est certainement une vision du conflit qu'il promeut entre les hommes et les femmes, une vision de domination qui n'est pas saine du tout. Et à ce sens-là, pour moi, la famille, c'est vraiment cette espèce de point médian où tout le monde peut se rejoindre, parce que la famille, c'est une institution qui dépasse les individus et où autant les hommes que les femmes que les enfants peuvent se reconnaître dans un bien commun qui les dépasse. Donc moi, c'est ça qui m'inspire, par exemple, dans la famille. C'est ça, et que la famille devient un point d'ancrage. Vous dites, en fait, et c'est intéressant, l'individualisme, le côté chacun est roi, etc., a atteint ses limites, quelque part. Oui, parce que ce que certains ne se sont pas aperçus quand ils déconstruisaient justement ces institutions porteuses de sens, c'est que souvent les normes protègent les plus vulnérables, protègent les faibles. J'ai 3 exemples que je cite comme dans par exemple, oui, allez-y. Comme par exemple, quand on dit qu'on va abolir la police. Vous savez, pour vouloir abolir la police, il faut soit être assez inconscient, soit vivre dans une communauté qui a déjà de la sécurité privée, où au final, on va pas récolter les conséquences de ce choix délétère. Vous savez, à Portland, aux États-Unis, il y a eu cette zone autonome où la police n'est pas entrée pendant plusieurs jours. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, des vols, des viols, des meurtres. Et malheureusement, ce sont des personnes afro-américaines qui ont perdu la vie au nom du mouvement Black Lives Matter. Ouais. On pourrait aussi parler de la décriminalisation des drogues. Vous savez, moi je demeure au Canada et à Vancouver, par exemple, juste au nord de la Californie, ils ont décidé de se lancer dans cette expérience un peu folle de dire, désormais, on va empêcher les policiers d'intervenir si des gens se shootent dans les parcs ou dans les transports publics. Ah oui, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Exactement. Et qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Bien, naturellement, les gens ont commencé à se shooter dans les parcs et dans les transports publics. N'importe qui aurait pu le voir venir. Et donc, on est arrivé dans cette situation un peu burlesque où le gouvernement progressiste qui avait décrété ces mesures a finalement fait campagne contre lui-même à l'élection suivante en disant « on vous promet, on va arrêter tout ça, etc. » Donc, c'est juste, il y a un point où ça ne passe pas l'épreuve du réel. Et vous aviez un 3e exemple, je crois. Oui, en fait, mon 3e exemple, c'est la question de la famille. Et puis, celui-là, peut-être qu'on en parle moins politiquement parce qu'on se dit, oh, ça relève un peu du privé, c'est un peu difficile à aborder. Mais moi, j'ai lu le livre d'un psychologue américain qui s'appelle Rob Anderson, qui, lui, a grandi dans plusieurs familles d'accueil, pas toujours de manière très heureuse. Et il parle de ça. Il a terminé quand même à l'université Yale, qui est une des grandes universités. Et il parle du jour de sa graduation. Il dit, je vois mes collègues de classe qui sont là avec leurs parents de naissance, pour la plupart. Ouais. Et moi, je suis là avec la dernière famille d'accueil que j'ai, celle avec qui je m'entendais bien. Mais il dit, si seulement j'avais pu avoir ma famille à moi, si seulement j'avais pu éviter tout ça, j'aurais renoncé à toutes les opportunités économiques, éducatives, élitaires que j'ai eues ensuite en un claquement de doigts. Ça, bon, moi, j'ai la chance de ne pas avoir vécu dans une famille brisée ou quoi que ce soit. Mais quand on lit ça, franchement, on n'a pas le choix de verser une larme. On n'a pas le choix de verser une larme. Bien sûr. On va continuer après cette petite pause. Quentin, on a une petite pause publicitaire et on se retrouve avec Étienne Alexandre Bourgard. Anti-civilisation, vous savez, c'est toujours très important, je vous dis, on fait l'émission, mais n'oubliez pas aussi, lisez, c'est très important d'avoir le paysage, et le paysage complet, il faut du temps et il faut des livres, donc je vous dis toujours, lisez, et vraiment, on va continuer à parler avec l'auteur de ce livre, Étienne Alexandre Bourgard. À tout de suite. Tous ces états. Et nous sommes toujours et plus que jamais avec Étienne Alexandre Bourgard qui vient de publier aux éditions de la Cité Anti-civilisation pourquoi nos sociétés s'effondrent de l'intérieur. Et effectivement, on entend assez ce bruit mou des sociétés qui s'effondrent, mou, pas, ou quelquefois dur, mais enfin... Étienne Alexandre Bourgard, je voudrais vous poser une question parce que c'est intéressant par rapport... vous êtes un intellectuel de cette génération au Québec et entre 2022 et 2025, c'est écrit dans votre livre, en biographie, il a travaillé au cabinet du Premier ministre du Québec.
Alors, oui, absolument. Alors, en tant que quoi, et qu'est-ce que vous a apporté, qu'est-ce que vous apporte justement le fait, parce que il y a des intellectuels qui travaillent, et c'est très bien, un cabinet ministériel, là c'était le Premier ministre, qu'est-ce que vous a apporté et qu'est-ce que ça apporte à l'exercice intellectuel, le fait de la pratique politique, en tout cas, à un conseiller d'un Premier ministre? Moi, j'ai travaillé donc comme rédacteur des discours, conseiller à la planification stratégique aussi, donc vraiment les allocutions du premier ministre, M. Legault, c'est de ça que je m'occupais, et aussi un peu tous les aspects plus... Oui, jusqu'à présent d'ailleurs. Oui. Vous êtes toujours ou pas? Non, j'ai quitté il y a 1 mois. Maintenant, je suis chercheur dans un think tank qui s'appelle Cardus, au Canada toujours. D'accord. Donc, voilà, ça m'a apporté, je pense, une profondeur de réflexion, parce que moi d'ailleurs, ça, on l'a pas écrit dans la bio parce que ce serait long à tout raconter, mais je suis aussi impliqué en politique depuis que j'ai environ 16 ans, puis pour moi, la vie intellectuelle et la vie politique, c'est vraiment un peu 2 jambes qui marchent de concert. Ouais. Parce que je pense que d'écrire des essais comme ça, vous remarquerez, quand vous avez lu, il y a toujours un ancrage concret, un ancrage dans le politique, un ancrage aussi dans certaines politiques publiques dont on a discuté avant. Et je pense que quand on veut faire de la pensée politique aujourd'hui, c'est important aussi d'avoir cet ancrage-là dans les idées et dans le concret pour savoir comment les idées qu'on avance peuvent se transmettre et s'incarner. Exactement. Exactement, parce qu'on prêche pas dans le vide, hein, on veut vraiment changer la société pour le mieux et de manière concrète, tangible. Alors justement, revenons à ça. Est-ce que aujourd'hui, avec ce Premier ministre, donc vous êtes assez proche de ses idées, bien sûr, puisque vous avez travaillé pour lui, mais je reviens à ma question. Je voudrais qu'on creuse cette question du conservatisme en politique. Comment justement ça peut, que ce soit en Amérique du Nord, parce que vous êtes les États-Unis, c'est le voisin, et que ce soit en Europe où vous venez de temps en temps, vous êtes actuellement avec nous. Comment ça peut s'incarner, justement, cette incarnation-là, acter, justement, ces choses-là, où on voit aujourd'hui, nous assistons à des sociétés complètement divisées. En Amérique, aujourd'hui, ils n'ont jamais été aussi proches d'une guerre de sécession. Mutatis mutandis, hein, comparaison n'est pas raison. Mais quand même, très divisé en France, on le voit très bien, on parle d'archipélisation, de morcellement, de libanisation, etc., etc. On a l'impression de vivre dans la guerre de tous contre tous dont parlait Hobbes. Mais justement, qu'est-ce qu'apporte votre conservatisme, en tout cas comme vous le définissez, à cette espèce de fracture qui quelquefois se transforme en abysme? En fait, c'est très bien que vous parliez de Hobbes parce que c'est justement là que j'allais. La solution de Hobbes, on la connaît, c'est le Léviathan. Donc, quand on est en risque ou quand on vit une guerre de tous contre tous, il faut que la puissance publique soit capable d'arriver par-dessus pour, d'une certaine manière, réconcilier ou du moins imposer le monopole de la violence, comme il disait, mais aussi des normes qui vont faire en sorte que tous vont être capables de mettre un peu d'eau dans leur vin pour cohabiter de manière satisfaisante. Moi, c'est la partie un peu positive à la fin du livre. Quand je parle d'un conservatisme du bien commun, moi, c'est certainement la frange conservatrice qui m'inspire le plus aujourd'hui, celle de gens qui disent, OK, l'État doit redevenir un entrepreneur de normes, doit réapprendre à dire, OK, voici certaines lignes rouges que l'on ne peut pas dépasser parce que sinon, cet usage débridé de la liberté va devenir destructeur. Et ça vaut aussi sur la culture. Un État qui est capable de réimposer qu'il y a quelque chose comme une culture nationale commune, que ce soit dans l'éducation nationale, mais aussi dans les communications étatiques, dans comment on incarne et comment on conçoit la puissance publique. Alors qu'on a sombré souvent vers une forme de multiculturalisme qui est assez délétère à ce niveau-là. Parce qu'à partir du moment où la puissance publique se met à valoriser le particularisme davantage que la citoyenneté commune dans une société qui est déjà extrêmement divisée, mais en fait, c'est un cocktail très explosif. Oui, et d'ailleurs, on le sent, ce cocktail très explosif. On en a quelques explosions, justement, et quelques effets. Mais est-ce que ça ne dépend pas aussi, alors, l'autre côté, mais justement, où sont les politiques qui appliquent et qui activent et qui imposent les normes? On les entend pas beaucoup, dans nos pays. Ou en tout cas, on ne les voit pas beaucoup faire. Alors, il y a de grandes déclarations, il y a de grandes notes d'intention, il y a de grandes... Mais après, sur les faits, je ne vois pas que, en tout cas depuis 10 ans, pour parler, les fractures se sont amoindries, les pays se sont recollés, et que la volonté commune de faire nation, je dis pas qu'elle n'existe pas, mais on la sent pas beaucoup,
Oui, c'est vrai. Et je pense d'ailleurs qu'un des problèmes aujourd'hui dans la plupart des régimes occidentaux, c'est justement que les tribunaux, les cours, même le Conseil constitutionnel ici, ont pris une place complètement disproportionnée par rapport à la place des élus, par rapport au Parlement, par rapport aux assemblées. Des juges. Oui, des juges, exactement. Oui. Et quand je regarde, vous savez, je suis bien placé pour en parler. Je viens du Canada, le pays de la Charte canadienne des droits et libertés, qui a en quelque sorte poussé un peu le mouvement jusqu'au boutiste des droits américains, de telle sorte que les juges sont vraiment le pouvoir qui est au sommet du régime aujourd'hui. Et s'il y a quelque chose de très tendancieux là-dedans, parce qu'on va regarder une liste très abstraite de droits que à peu près n'importe qui peut interpréter n'importe comment. Et là, des juges qui sont imputables d'à peu près personne vont décider qu'on peut invalider des lois, des normes à partir de principes abstraits. J'ai un très bon exemple pour vous. Je ne sais pas si ça s'est rendu de votre côté de l'Atlantique, mais dernièrement, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a été élu avec la promesse de supprimer certaines pistes cyclables à Toronto. D'accord. Et il a été élu là-dessus. Oui. Alors qu'il s'apprêtait pour le faire, le lobby cycliste le poursuit devant les tribunaux. Et savez-vous ce que les tribunaux ontariens disent? Ils disent c'est inconstitutionnel de supprimer des pistes cyclables à Toronto. Au nom de quoi? Au nom du droit à la vie des cyclistes. C'est formidable quand même. C'est ça. Le droit à la vie des cyclistes. Oui. Donc, on ne touche pas. Exactement. Autrement, leur vie serait disproportionnellement menacée s'il n'y avait plus autant de pistes cyclables à Toronto. Vous voyez, à partir du moment où on a cet appareil-là qui permet essentiellement à n'importe quel groupe, pour autant qu'il se définisse comme minoritaire, d'aller déconstruire les lois, d'aller déconstruire les normes communes, et que c'est ça le pouvoir suprême du régime, effectivement, c'est assez difficile pour les politiques d'imposer leur volonté. Mais oui, et là, ils ont réussi, enfin, les juges ont eu force de loi là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de disparition ou d'atténuation ou de diminution des pistes cyclables? Ben écoutez, là, c'est une décision qui est récente, là, ça doit faire 1 ou 2 mois, donc je pense que le gouvernement va porter en appel la décision, mais comme c'est là, effectivement, ça a arrêté la possibilité de pouvoir procéder. Là. Mais alors justement, je voudrais qu'on parle après une autre petite pause, que nous parlions justement de la violence. Parce que c'est de la violence, de la sécurité, etc. Là aussi, quelles normes apporter et là aussi, quel rôle le pouvoir législatif, les juges, l'exécutif jouent. Parce que là, encore une fois, moi, ce qui est frappant, et je ne suis pas le seul à y penser, c'est l'écart, encore une fois, abyssal entre les intentions, les paroles et les faits, et les paroles et les actes. Donc, je voudrais que là aussi, vous disiez, ou pas seulement vous, mais comment se situe quelque chose qui rapporte un certain équilibre et une certaine confiance, parce qu'elle est très ébréchée, comme vous le savez, la confiance. On se retrouve juste après une petite pause. À tout de suite. Parle au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Étienne Alexandre Bourgard, on en parlait en début d'émission à midi, les réactions effectivement à la célébration massive de Charlie Kirk en Arizona, avec Trump, Musk et puis la veuve évidemment de Charlie, enfin c'était... Bon, on va pas revenir là-dessus, moi j'ai trouvé ça personnellement assez émouvant, même s'il y avait un côté télévangéliste bien sûr. Mais ça pose le problème de ce genre dit de gauche, de ces journalistes dits de gauche qui disaient non, c'est Hitler, c'est le nazisme, c'est etc., c'est les grandes célébrations et tout. Et vous posez la question, et je vous la posez comme vous la posez vous-même, peut-on encore être de gauche? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, encore une fois en 2025, être de gauche? En fait, c'est vrai que, à mon sens, il y a vraiment une crise existentielle au sein de la gauche aujourd'hui, dans la mesure où tout ça prend ses racines justement dans les années 60-70 dont on discutait tout à l'heure. À partir du moment où l'État-providence existe, à partir du moment où la majorité des sociétés occidentales a une existence confortable dont elle est satisfaite grâce justement à ses services publics, eh bien la gauche a su assez rapidement qu'elle était en crise. Quelqu'un comme Herbert Marcuse, qui était professeur en Californie, qui a été aussi un des penseurs les plus lus de mai 68, dans L'homme unidimensionnel, c'est la question qu'il pose. Il dit, mince, qu'est-ce qui va arriver à la Révolution si le peuple est maintenant satisfait? D'ailleurs, on constate qu'il avait donc une préférence pour la Révolution, pour la critique de l'ordre social, bien plus que pour la condition des classes populaires. Et c'est les mêmes gens qui disent aujourd'hui, il faut que les Noirs restent dans leur coin, complètement victimes pour qu'on puisse s'occuper d'eux.
Et oui, et d'ailleurs, Marcuse déplorait l'émergence d'une bourgeoisie afro-américaine aux États-Unis parce qu'il disait comment est-ce qu'ils vont pouvoir se soulever maintenant. Oui. Et donc, la stratégie que lui met de l'avant, c'est de dire il faut trouver les groupes qui sont la contradiction vivante de la société établie pour ensuite les monter contre l'ordre social et ces groupes, c'était les minorités. Terra Nova en France théorisait ça. Exactement. On va s'occuper des féministes, des LGBT, des etc., des racisés, etc. Ouais. Nous avons Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour André Berkoff. Bonjour. On vous écoute Jean-Luc. Alors voilà, je vous écoute attentivement et en fait j'ai de gros doutes sur le poids de la politique dans la société. C'est-à-dire que j'ai plutôt l'impression que c'est l'économie qui dicte ses valeurs à la société et en particulier au sein de l'économie, la technologie. J'ai l'impression que depuis quelques dizaines d'années, en fait, ce qui a avant tout changer le mode de vie et le mode de pensée, ce sont les technologies. Voilà ma réflexion. D'accord. Oui, comme Internet, comment Internet a changé, comment risque de changer dans les comportements de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, vous en parlez aussi. Que pensez-vous de cela, de ce que dit Jean-Luc? Je pense que Jean-Luc a raison dans la mesure où ce basculement-là qu'on a vu entre un peu la lutte des classes traditionnelles et ce qu'on voit aujourd'hui, ça a été aussi un grand bouleversement sociologique qu'on commence seulement, je pense, à s'apercevoir de l'ampleur, c'est-à-dire la montée d'une classe universitaire que James Burnham appelle la managerial class, vous savez, la classe des managers. La classe des managers, et aujourd'hui, quand on regarde les clivages politiques, quelqu'un comme Jérôme Fourquet, par exemple, le disait dès 2016, avec le nouveau clivage. Il disait, si vous voulez trouver la meilleure manière de différencier les électeurs d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen ou de Hillary Clinton et Donald Trump, il faut regarder ceux qui ont une éducation universitaire ou non. Et je pense que souvent, ce climat-là universitaire permet l'émergence de certaines idées, des idées un peu déconstructrices dont on a discuté tout à l'heure, qui ne sont pas partagées par la vaste majorité des classes populaires. Et donc, il y a cette espèce de clivage de valeurs qui est aussi un clivage de classe. Et après, ce sont deux classes qui ont des modèles économiques qui sont différents. Vous voyez, quand on parle, par exemple, de la désindustrialisation de l'Occident, mais ce sont ces classes populaires qui sont peut-être davantage patriotes, davantage conservatrices aussi sur les questions de valeurs, qui sont touchées de plein fouet par ça. À l'inverse, quand on parle du développement de l'économie des services et aussi d'une certaine manière du développement de l'État, quand on rajoute des postes de bureaucrates, eh bien, c'est la classe universitaire qui en profite. Donc, il me semble effectivement que une certaine dimension économique, une certaine lutte des classes est aussi liée avec ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre culturelle. Alors justement, vous dites carrément, la guerre culturelle est une lutte des classes. Oui, tout à fait. Essayez alors parce qu'on est en pleine guerre culturelle aujourd'hui. Il n'y a pas que la guerre effectivement physique, la guerre Russie-Ukraine, la guerre au Proche-Orient ou ailleurs. On est dans une guerre culturelle mondiale. On le voit bien à bas bruit ou à faible bruit, mais elle est là très fortement quand même, en fait. Et alors, c'est quoi? En quoi? Alors, vous parlez de la classe universitaire ou pas, mais est-ce que ce n'est pas aussi, moi je dirais, est-ce que ce n'est pas aussi, sans prendre tous les schémas de la Révolution française, est-ce qu'on n'est pas dans une noblesse capitalo-administrative, dans un clergé politico-médiatique, et effectivement, et dans un tiers-État qui a été assez totalement morcelé, fendillé, cassé, et donc qui n'a plus, aujourd'hui en tout cas, le pouvoir de se réunir. Est-ce qu'on n'est pas là-dedans ? Ben, je pense que les deux thèses sont pas contradictoires du tout. Puis, en fait, quand vous parlez de clergé, tout ça, je pense que c'est aussi la réalisation du fait que le monopole de la classe universitaire, désormais, sur beaucoup de postes avantageux, que ce soit au sein de l'État, au sein des hauts postes de managers, même dans les entreprises, au sein de la plupart des médias, au sein, justement, de l'université ensuite pour devenir professeur. Donc, c'est ça, en fait, c'est un peu, comme on dirait, la capture institutionnelle de certaines institutions qui, jadis, étaient peut-être plus équilibrées, qui fait en sorte qu'on a vraiment ce sentiment-là que, oui, les classes populaires, même les gens qui sont davantage conservateurs, sont un peu exclus de ce poste-là. Et moi, je pense quand même que, vous avez vu sans doute que je suis assez critique du populisme comme fin en soi. Oui. Néanmoins, je pense que les partis qu'on dit aujourd'hui populistes ont eu cet énorme mérite d'être ceux qui ont pris le bâton de pèlerin et qui ont pris la parole de ces classes populaires-là pour les ramener au cœur de la joute politique. Oui, c'est vrai, parce qu'ils avaient été complètement absents. Et alors, vous dites que cette espèce de classe universitaire, enfin de diplômés, etc., elle a encore le monopole du pouvoir, pratiquement, ou pas?
pour vous? Certainement. Peut-être que c'est en train de changer un peu aux États-Unis à cause des réformes institutionnelles qui sont là. Après, est-ce qu'on va réussir à arriver dans une situation d'équilibre? C'est bien la question. Mais oui, je pense que certainement, même si on sent que le courant est en train de changer un peu, on est encore un peu dans la même situation parce que des institutions comme ça prend du temps à changer. Vous savez, quand on a des gens qui arrivent avec des postes permanents, sans dire que ça devient une espèce de gérontocratie où les gens sont installés pendant très longtemps, il y a quand même ce fait que les institutions vont changer lentement. Et c'est ça qui est terrible, parce que qui est terrible. Évidemment, on voudrait que ça se passe comme un jeu vidéo, mais ça ne se passe pas comme dans un jeu vidéo. Mais au fond, aujourd'hui, alors, mais si on avait à redéfinir les classes aujourd'hui, et tiens, Alexandre, vous êtes dedans en plein. C'est quoi aujourd'hui le prolétariat? C'est quoi les classes populaires aujourd'hui? Ouais, c'est sûr. Par rapport et c'est quoi la bourgeoisie? Le concept de prolétariat, je pense qu'aujourd'hui, sans dire qu'il est inopérant, c'est plus exactement ça. T'sais, à partir du moment où on a une classe moyenne, bien, elle a pris une grande place dans la joute politique pendant les 30 Glorieuses, je pense. D'ailleurs, à l'époque, oui. Oui, exactement. Et la classe moyenne aujourd'hui, beaucoup de gens qui le disent que je cite dans le livre, c'est un peu la classe la plus naturellement conservatrice sur le plan des valeurs. Pas libertarienne, bien sûr, parce qu'elle dépend en quelque sorte de l'État-providence. Elle dépend de ces aides-là aussi pour maintenir son niveau de vie. Néanmoins, ce n'est pas une classe révolutionnaire du tout. Donc, on est très, très, très en dehors du schéma un peu marxiste-marxien que certains voudraient nous ramener aujourd'hui en disant, vous savez, il y a le 99%, il y a le 1%. Dans les faits, c'est pas vraiment ça. Il y a un peu, ou plutôt comme disait Giscard, le 2/3 des Français, qui lui est cette espèce de classe moyenne, plus conservatrice sur les mœurs, assez progressiste sur les questions économiques, qui est ce bloc central, mais auquel on a un peu arrêté de parler. Et après, il y a aussi cette espèce j'ai seulement le mot anglais, le underclass, qui, elle, vit dans des conditions beaucoup plus précaires. Le lumpen prolétariat. Voilà, exactement. Oui. Les marxistes, et puis, je pense que l'image un peu caricaturale, mais emblématique de ça aussi, par exemple, c'est le chauffeur Uber. Vous savez, l'ubérisation, oui, le chauffeur Uber. Et le lumpen prolétariat, souvent, va être, disons, davantage étranger, immigré que la classe moyenne aujourd'hui. Et d'ailleurs, quelque chose qui est super fascinant que je relève dans le livre, c'est qu'à partir du moment où ces immigrés qui étaient dans le lumpen prolétariat commencent à rejoindre la classe moyenne, eh bien, ils deviennent plus conservateurs. Et une des histoires dont on n'a pas suffisamment parlé, à mon avis, suite à la réélection de Donald Trump en 2024, c'est comment le vote latino-américain lui a été extrêmement favorable. Et d'ailleurs, il y a un super livre par un sondeur américain qui s'appelle Party of the People, Patrick Ruffini, le sondeur, qui explique comment, aujourd'hui, le Parti républicain, c'est en quelque sorte devenu le parti d'une classe ouvrière moyenne multiethnique. Et ça, c'est l'exemple qui m'a fait pouffer de rire, comme quoi dans certains villages ou villes le long de la frontière mexicano-américaine, le Parti républicain a lancé des publicités radio en espagnol contre l'immigration mexicaine. Et ce sont des comtés qui ont voté à large majorité pour Donald Trump. Donc, c'est un peu cette espèce d'inverse de ce qu'on vous dirait de faire. Les immigrés disent les anciens migrants. Oui. Ça va. Et c'est particulier parce qu'en politique, on part de cette prémisse en disant que tout le monde qui a même un lien lointain, par exemple, avec la question migratoire, va être immigrationniste au max pour toujours. Mais en fait, dans les faits, on voit que ce n'est pas vrai parce qu'à partir du moment où ces gens-là rejoignent la nation, s'y intègrent, rejoignent aussi la classe moyenne, mais comprennent aussi qu'il y a un peu une tension, qu'on ne peut pas accueillir tous les gens du monde dans son pays. Oui, et on le voit très très bien en France avec un certain nombre de votes, non seulement celui du Rassemblement national, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, il y a quand même un problème et qui est posé. Et d'ailleurs, c'est très très amusant, je ne sais pas, vous le savez, en France, en 1980, il y a 40-45 ans, qui parlait de stopper complètement l'immigration clandestine comme l'immigration officielle, c'était Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français. C'est lui qui disait avant tout le monde, et très publiquement, et applaudi par ses camarades. Bien sûr. Et regardez, on est aujourd'hui 45 ans plus tard, quoi. Ben oui, puis d'ailleurs, on parlait de la nouvelle structure de classe. Je pense que la grande histoire derrière tout ça, ce qui se passe depuis des décennies maintenant, c'est que le peuple a un peu glissé à droite. Vous me permettrez de revenir à votre question, comment peut-on être de gauche? Cette question m'a été inspirée par le superbe essai de Laurent Bouvet, Le sens du peuple, qu'il a publié en 2012 quand même, il a vu venir les choses. Et ça se termine un peu sur cette espèce d'aporie philosophique quand il se demande
Alors qu'on voit que le peuple se déplace vers la droite dans ses préférences politiques et culturelles. Moi, si je suis un homme de gauche et que je définis la gauche comme la défense du peuple, qu'est-ce que je fais? Le parti du peuple. Voilà. Est-ce que mon parti pris pour le peuple va me conduire à droite? Ou est-ce que je vais rester de gauche, mais que je vais cesser de défendre le peuple? C'est pour ça, quand je dis un peu avec un petit sourire en coin, est-ce qu'on peut encore être de gauche? Ça veut aussi dire que cette étiquette-là n'a plus le sens qu'elle avait par le passé. Et d'ailleurs, je pense que les intellectuels français sont un très bon laboratoire pour l'ensemble du monde occidental. Moi, de mon regard extérieur, vous savez, quand je fais des conférences, par exemple en anglais, pour expliquer justement ce glissement-là du peuple vers la droite, je pense qu'il y a beaucoup d'intellectuels en France qui ont eu le courage de suivre ça et de se désaffilier un peu de la gauche officielle. Si on pense à des gens justement comme Michel Onfray, des gens comme... Alain Finkielkraut, des gens comme tous ces républicains, ces patriotes qui ont, à partir d'un moment, dit « OK, ça suffit. La gauche, comme elle s'en va, je ne m'y reconnais plus. » Et je pense que, d'une certaine manière, ce sont un peu les intellectuels organiques de ce peuple-là qui a fait, en silence, parce qu'ils n'ont pas de représentants autant dans les sphères médiatiques, qui a fait cette transition-là également vers le camp du conservatisme. Et c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas vraiment leur tradition politique, parce qu'ils ne peuvent pas rejoindre la droite très, très anti-immigrée. Ils sont là, ils hésitent, ils louvoient, mais c'est très intéressant. On va se retrouver avec une dernière petite pause avec Monsieur Borgard, avec l'anti-civilisation, mais on espère que la civilisation ne va pas disparaître, c'est surtout ça. 0826 300 300, vous nous appelez si vous avez envie d'intervenir dans ce débat. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Près d'1 million de personnes en Angleterre en train de brandir les drapeaux anglais avec Tommy Robinson la semaine dernière. On a vu les manifestations en Autriche, même en Allemagne, où l'AfD, le parti de droite extrême, droite dure, est en tête, enfin en tout cas dans les pronostics et dans les sondages pour les prochaines élections. On voit ce qui se passe dans la Hongrie de Orban, on voit ce qui se passe un peu partout, on voit ce qui se passe évidemment, on l'a vu ça avec Trump. Il y a ces mouvements, reconquête d'identité, on le voit avec Nigel Farage et compagnie, reconquête du drapeau, remigration éventuellement. Alors, certains disent c'est le populisme plus éhonté, d'autres disent non, c'est le populisme qui veut retrouver le peuple. Alors, vous en parlez des vices et vertus du populisme. C'est quoi le populisme aujourd'hui? Enfin, comment vous le définiriez? C'est clair, je pense que la définition la plus consensuelle du populisme, c'est de dire une certaine rhétorique politique qui va opposer de manière le peuple et les élites. Je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Bien sûr. Parlons des vices et des vertus maintenant. D'abord, je pense que la plus grande vertu, ça a été de remettre au centre du jeu politique la figure de la classe moyenne et des classes populaires majoritaires. Parce qu'on en a discuté justement avec la prise en pouvoir de justement la classe universitaire, entre guillemets, la classe technocratique, si on peut dire. Ces intérêts-là, qui pourtant sont la majorité du corps démocratique, ont été particulièrement mis de côté au début des années 2000. Donc, c'était normal qu'il y ait ce retour de balancier-là. Et en fait, vous savez, c'est un peu comme un marché, la politique. S'il y a une grande demande et que personne n'offre, eh bien, c'est des acteurs un peu marginaux, justement, qu'on a appelés populistes, qui vont offrir ce que les gens demandent. Donc, c'était normal qu'il y ait ce retour de balancier-là. Maintenant, passons au vice. Parce que si on pense vraiment qu'il y a un problème en ce moment avec la civilisation, si on pense que les normes, la civilité s'effondrent, on peut pas se contenter d'une espèce de rhétorique de tous pourris ou de seulement rajouter de l'huile sur le feu de la guerre culturelle. Il vient un temps, et je pense qu'on l'a atteint à peu près 10 ans après le Brexit, 10 ans après la première élection de Donald Trump, où on devrait se poser la question de comment est-ce qu'on va rebâtir justement et comment est-ce que le conservatisme, aussi la droite, peuvent être cette force qui va rassembler et un peu rebâtir quelque chose sur les ruines un peu de toute cette situation-là. Et parfois, quand je regarde la stratégie de certains populistes, notamment aux États-Unis, qui veulent essayer de former la coalition la plus large des mécontents, j'ai l'impression des fois de revoir un peu Herbert Marcuse quand il dit qu'il faut aller chercher la contradiction vivante de la société. Sauf que là, partout. ils sont la majorité. Oui. C'est pas la coalition des minorités. Non, exactement, mais contre un peu l'élite en place. Bien sûr qu'il y a une différence, mais après, c'est aussi la question. Si on juge que l'élite en place en ce moment est insatisfaisante, est-ce qu'on souhaite s'enliser dans une espèce de contre-culture de droite où on leur jette des flèches pour nourrir la frustration, ou est-ce qu'on veut une contre-élite? Est-ce qu'on veut remplacer... De toute façon, il faut une élite, mais on peut renverser l'élite actuelle.
On peut la changer. Les deux, exactement, les deux ne sont pas contradictoires. Mais parfois, on sait, il y a certaines franges qui rêveraient peut-être d'une forme de démocratie directe, vous savez, de dire il faudrait complètement se libérer d'une élite, mais dans des sociétés contemporaines comme les nôtres, où il y a des élus. Ben oui, dans une démocratie représentative, il va toujours y avoir des représentants et des représentés. Donc, il faut intégrer cette part de réalité-là aussi, vous voyez? C'est clair. Étienne-Alexandre Bourgard. Ben, je vais employer un exemple un peu plus contemporain parce que je pense que certaines époques se prêtaient à autre chose. Puis aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne qui souhaite une guerre, personne qui souhaite de la violence comme ça. Mais un exemple que je trouve très, très intéressant, c'est les États-Unis du début du 20e siècle. Vous savez, à la fin du 19e, début 20e, on a une très grande entrée d'immigration aux États-Unis. Et autour de 1924, qu'est-ce qu'on fait? Essentiellement, on ferme les vannes. On dit, ça prend une période pour digérer justement ce nouvel apport. Et il y a eu fermeture des vannes complète. Pratiquement, jusqu'aux années 60, là, le pourcentage d'immigration aux États-Unis était très, très, très faible par rapport à ce qu'il y avait eu avant et par rapport à ce qu'il y a eu après. Et un sociologue comme Robert Putnam, ce grand théoricien de la cohésion sociale, il le montre dans son livre qui s'appelle The Upswing, où il dit en fait cette période-là où on a appliqué aussi certaines politiques d'intégration, d'assimilation qui étaient assez fortes, tout en fermant les portes, en disant ceux qui sont ici le resteront, mais s'intégreront. Ça a été une grande hausse aussi de la cohésion sociale qui s'est arrêtée seulement en fait dans les années 60, quand tous les bouleversements dont on discute se sont avérés et que du même coup, on a rouvert la porte à l'immigration avec les résultats qu'on le sait aujourd'hui. Donc, peut-être qu'une raison d'espérer en fait que le modèle démocratique soit capable de résister au choc, c'est de dire qu'il peut y avoir aussi ces cycles, quoi. Oui, mais une dernière question quand même, justement, posée par Gabriel, au-delà des musulmans ou des non-musulmans, etc. Il y a quand même, vous le savez, d'ailleurs on le voit en Amérique, on le sait très bien, c'est la venue du Parti démocrate que dénonçait Elon Musk, on le voit aussi en France, on le voit en Europe. Vous avez des politiques, je ne dis pas tous, loin de là, mais une partie des politiques qui dit non, deux choses, des politiques et des patrons qui disent amenons des migrants parce que ça fera des salaires abaissés, et puis salaires abaissés, et puis une partie des politiques qui dit amenons des migrants, ça fera de futurs électeurs. Il y en a beaucoup qui nous ont lâchés, ils sont partis, ils sont plus avec nous. Regardez les électeurs communistes, 35% il y a 40-50 ans, maintenant aujourd'hui on sait ce que ça fait. Donc ceux qui veulent l'immigration, notamment pour des raisons électorales, ça nous fera des voix en plus, ils vont avoir le droit de vote, etc. Est-ce que cette tendance n'est pas là très fortement? Ah, c'est sûr, puis c'est pas très différent de chez nous au Canada. Vous savez, le Parti libéral, c'est leur mode de fonctionnement depuis très longtemps. Néanmoins, je pense que ça atteste d'une chose, c'est-à-dire que la coalition progressiste aujourd'hui sent qu'elle est fragilisée. Parce que si elle n'a plus suffisamment d'électeurs dans son propre bassin, disons, dans la démocratie dans laquelle elle évolue, c'est une solution de remplacement qui est assez imparfaite dans la mesure où on en discutait tout à l'heure. Souvent, beaucoup de ces immigrés ou de leurs descendants finissent par basculer à droite également. Et au niveau, justement, de l'économie, ben oui, c'est un des meilleurs arguments, justement, pour fermer progressivement le robinet. Le fait que ça affecte très, très, très durement les classes populaires. On a eu même au Canada, justement, la semaine dernière ou l'autre d'avant, le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, qui a décidé, qui a pris une position quand même très courageuse en disant qu'il abolirait le programme des travailleurs étrangers temporaires, dont énormément de McDo, par exemple, ou d'entreprises qui offrent des conditions de travail souvent objectivement misérables, dépendent pour justement ne pas améliorer leurs conditions de travail, pour ne pas offrir des meilleurs jobs aux classes populaires. Donc c'est certain qu'il y a cette tension-là, oui. Et cette tension est très, très forte. Merci, Étienne-Alexandre Bourgard. Lisez Anti-civilisation et puis faites-vous une opinion. Merci, M. Berkoff.